Bonjour chers amis, nous sommes ravis de vous rencontrer encore une fois ce matin sur notre chaîne YouTube et nous espérons que vous avez aimé la dernière vidéo dans laquelle nous avons traité de comment maintenir le cap en toutes circonstances, même dans la tourmente. Nous vous demandons de toujours cliquer sur aimer lorsque vous avez visionné la vidéo et de faire un petit like et de nous laisser un commentaire pour nous permettre de prendre en compte toutes vos préoccupations. Alors chers amis, ce matin nous allons parler d'une toute autre chose. Oui, comme le disent souvent les gens, il faut être dans l'air du temps. Demain au Sénégal, ce sont les élections législatives, donc pour élire de nouveaux députés. Après 21 jours de campagne, les citoyens sont appelés demain aux urnes pour choisir les représentants du peuple. Mais pour moi, je pense que chacun à son niveau devra se poser les questions essentielles avant de choisir la liste pour laquelle il devra voter. Parce qu'aujourd'hui, la politique, on ne la comprend plus. On ne comprend plus les politiciens aujourd'hui. C'est devenu une toute autre chose. C'est devenu une jungle dans laquelle chacun est là uniquement pour son intérêt propre. Et c'est le peuple qui en pâtit. Alors je voudrais ce matin vous parler de ma vision de la politique. En espérant que cette vision pourra éclairer certains les uns et les autres, afin que nous puissions commencer à avoir un changement de comportement, un changement de vision et un changement de notre pays, le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les populations qui en pâtissent. Alors, mes chers amis, je me demande, c'est quoi la politique? La politique est une notion assez polysémique qui peut avoir plusieurs sens. Pris dans son sens le plus large, celui de civilité ou politikos, elle peut indiquer le cadre général d'une société organisée et développée. Plus précisément, la politique au sens de politeia renvoie à la constitution et concerne donc la structure et le fonctionnement méthodique, théorique et pratique d'une communauté, d'une société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité et ou de multiplicité, comme le soutenait Arendt Anna, pour qui la politique repose sur un fait, la pluralité humaine. Le présupposé de la politique serait ainsi la pluralité. Dans une acception beaucoup plus restreinte, la politique au sens de politiquer ou d'art politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et femmes de pouvoir et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir. Dans son étymologie, la politique provient du grec polis, la cité, et techné, la science. La politique se définit ainsi donc comme une science du gouvernement de la cité. Du point de vue philosophique, le concept a beaucoup évolué et il s'agira plutôt de mener une réflexion sur la pluralité des gouvernements et le but de la politique. Si, de Platon à Montesquieu, la philosophie politique s'intéressait plus à savoir quel est le meilleur régime, Rousseau a transformé ce questionnement en se demandant quels sont les principes qui fondent la légitimité d'un pouvoir. Ainsi, pour Platon, l'art politique, réalisant le plus magnifique et le plus excellent de tous les tissus, en enveloppe dans chaque cité tout le peuple, esclave ou homme libre, les serre ensemble dans sa trame et, assurant à la cité tout le bonheur dont elle peut jouir, commande et dirige. Platon dans son livre Le Politique. Aristote, quant à lui, considère la science politique comme la science souveraine. Et renchérit-il, puisque la politique se sert des autres sciences pratiques et qu'en outre elle légifère sur ce qu'il faut faire et sur ce dont il faut s'abstenir, le fait de cette science englobera les fins. La fin de cette science englobera les fins des autres sciences, d'où il résulte que la fin de la politique sera le bien proprement humain. Pour lui donc, comme pour Platon, la politique s'intéresse à tout et sa finalité n'est rien d'autre que le bonheur de l'homme. Mais tous les membres de la cité ne pouvant pas exercer le pouvoir en même temps, il faut penser selon Hobbes à une sorte de représentation
où le pouvoir sera confié à un seul homme ou à une assemblée qui l'exercera au nom des autres. En réfléchissant ainsi, Hobbes pose déjà les jalons de la démocratie. Il affirme ainsi que la seule façon de diriger un pouvoir commun, c'est de confier le pouvoir et la force à un seul homme, à une assemblée qui puisse réduire toute leur volonté par la règle de la majorité en une seule volonté. Cela reviendrait à désigner un homme ou une assemblée pour assumer la personnalité du peuple et que chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur de tout ce qu'il aura fait ou fait faire. Quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi assumé leur personnalité et que chacun par conséquent soumette sa volonté et son jugement à la volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. La multitude, ainsi unie en une seule personne, est ainsi appelée république. Telle est la génération de ce grand Léviathan. Ainsi, pour Machiavel, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout, confère le prince. C'est pour cela qu'elle peut être considérée comme l'art de bien gérer la cité, mais aussi celui d'apprendre à se maintenir au pouvoir dans une situation ouverte à tous les retournements. Toujours selon Nicolas Machiavel. Mais moi je pense que quelle que soit l'acception que nous en avons, la politique peut être considérée comme un art. Car il faut du talent et beaucoup de subtilité pour mener l'action politique. Ainsi, si nous partons du postulat selon lequel la politique est un art, il n'est donc pas donné à tout le monde de l'exercer. Il faut être un artiste de la cité pour l'exercer. Or, fondamentalement, un artiste, c'est quelqu'un qui, d'une toute petite chose, insignifiante à la limite, peut accomplir une œuvre grandiose. Un artiste est quelqu'un qui tire de la boue un vase scintillant et magnifique qui force l'admiration. Ainsi, si le politicien est un artiste de la cité, il devrait se donner pour but de transformer les misères de la société en merveilles et en réussites éclatantes. Si le politicien est un artiste de la cité, il devrait canaliser les forces vives de la nation dans le seul but du développement intégral de l'homme. Le but de la politique pourrait consister à faire la somme des intérêts particuliers pour faire ressortir l'intérêt général qui concourt ainsi au bien de tous et pour tous. Faire de la politique, mes amis, c'est se sacrifier sur l'autel de l'intérêt général et du désintéressement. C'est abandonner tout de soi pour tous. Mais la politique devrait d'abord être l'art de rentrer en soi et d'en ressortir renouvelé pour se mettre au service de la société, au service de l'homme dans toute sa dimension et sa plénitude. L'orgueil, un ego surdimensionné et un narcissisme à outrance ne font pas bon ménage avec la politique. Si on est plein de soi et toujours devant le miroir de son moi, on ne voit pas ce qu'il y a de meilleur et de bon en l'autre. Or, faire la politique, c'est d'abord se vider de soi pour être prêt à recevoir des autres et dans le laboratoire de nos idées, décliner tout cela en une vision, apte à mener la cité sur des routes qui favorisent son plein épanouissement. On pourrait m'opposer l'argument d'être trop rêveur à la limite idéaliste. Certes, on pourrait le penser. Mais je suis convaincu que rien de grand ne se fait en politique sans rêve fou. Rien ne se réalise en politique sans un idéal pour lequel on est prêt à mourir pour son accomplissement. L'idéal politique n'est certes pas une vue de l'esprit. Il est basé sur une lucidité, une constance et une abnégation qui nous font réaliser les choses les plus folles et les plus irréalisables. Mais pour cela, il faudra accepter, mes amis, d'aller au charbon. En donnant ce que l'on a, en donnant donc de ce que l'on a, de ce que l'on est et de ce que l'on sait. Conduire les masses suppose jouer son va-tout, donner son être, mettre à contribution son savoir et faire fi de l'intérêt crypto-personnel pour la réalisation de chacun dans le tissu social. Le but de la politique devrait être l'atteinte d'un degré des plus raisonnables du bien-être social pour toutes les couches de la société, ceci autant au plan moral, spirituel que matériel. Le but véritable de la politique pourrait consister à proposer des solutions aux problèmes sociaux. Si la politique n'est pas capable d'apporter des solutions aux maux de la société, alors elle n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi un politicien au vrai sens du terme
doit avoir certaines qualités. Il devra être un homme grand H dans toute sa plénitude et sa splendeur. Ceci suppose d'accepter de laisser les autres passer avant sa personne. Il faudrait alors, avec confiance et subtilité, savoir diriger et canaliser le peuple en étant à l'avant-garde de tous les combats et en les incitant ainsi à se battre pour la vie. C'est ce que sans doute voulait nous dire Nelson Mandela dans cette célèbre phrase « Dirigez depuis le front, mais ne laissez jamais votre base à l'arrière. Dirigez depuis l'arrière et laissez croire aux autres qui sont à l'avant. » Le politicien devra être grand de cœur et toujours prêt à rendre service. Au lieu de penser à se servir, il va plutôt penser à servir. Il sera ainsi un homme au fait de tout ce qui l'entoure, très informé pour ne pas être dépassé par les événements. Un homme averti, enraciné dans sa culture et sa civilisation, mais aussi assez ouvert à l'extérieur pour en faire une mixture qui, injectée dans le tissu social, relèvera bien des hommes et des femmes et leur redonnera le goût de vivre. La politique, mes amis, et le politicien devront être au service du peuple et non le contraire. Il devra vivre et agir pour le peuple, car ce dernier est toute sa raison d'agir. Tous ces choix seront ainsi motivés uniquement par l'atteinte du bien-être social. Le politicien est celui qui est investi d'une mission sociale et qui prend celle-ci comme un sacerdoce. Il est là, plus pour donner que pour recevoir. S'il doit recevoir, ce ne peut être que la satisfaction ressentie après un devoir bien accompli. Sa récompense sera plus la conscience d'avoir participé à instaurer la paix, l'harmonie et la justice dans la société. Il devra être une sentinelle pour ses concitoyens, un éveilleur de conscience qui tire le peuple de l'obscurité vers une admirable lumière. Faire de la politique, c'est aider le peuple à s'affranchir de toutes les servitudes qui pèsent sur lui et faire de lui une entité libérée, consciente d'elle-même, de ses capacités et de son devoir. Une entité tellement consciente et libérée qu'elle peut désormais prendre en main son propre destin. Le politicien doit être à l'avant-garde de tous les combats pour la libération de son peuple et son affranchissement. Il devra se faire esclave pour libérer les siens. Il devra s'appauvrir pour enrichir son peuple. Il devra s'aveugler pour que des yeux de son peuple jaillisse une lumière éclatante. Lumière faite d'espoir, de réussite et de sensations positives qui l'emportent vers des contrées épanouissantes. Le politicien devra s'écraser pour laisser exister son peuple, s'effacer pour le laisser passer et s'affirmer dans la pleine mesure de ses capacités. Faire de la politique, c'est se dépouiller de tout pouvoir et le rendre au peuple qui seul est digne et mérite d'avoir le pouvoir en main. Le véritable pouvoir est celui qui vient de la masse. Ainsi, toute race de politiciens véreux qui confisquent le pouvoir entre leurs mains et manipulent les populations au gré de leurs intérêts sont de mesquins usurpateurs. Gérer la cité, c'est se faire sien parmi les siens. Ouvrir les vannes de l'espoir et de l'abondance au milieu d'un océan de misère, de roublardise, d'insécurité et d'échecs constants. Gérer la cité, c'est faire fructifier, multiplier à l'infini les fruits de tous les sacrifices consentis par le peuple et mis entre vos mains. En prendre soin et faire en sorte que ces fruits multipliés profitent à tous, sans discrimination ni parti pris, mais dans un esprit de confiance absolue et de justice pour tous. Mais la cité n'est pas seulement le petit cercle de courtisans malfamés, égoïstes, menteurs, et qui ne sont qu'à la recherche de leurs propres intérêts, qui tournent autour du responsable politique comme des abeilles autour d'une ruche. Ces courtisans, qui ne cherchent qu'à se remplir les poches, sont prêts à toutes les compromissions et combines pour arriver à leur fin. De basses combines en mensonges enrobés de vérité, de coups bas en détournement de conscience, tout y passe et rien n'est laissé au hasard pour arriver à ses fins. Pour eux, la fin justifie bien les moyens. Et comme le théorisait Machiavel, la politique est le règne de la force. Comme le montre Machiavel, l'efficacité des moyens repose sur une totale amoralité que justifie la moralité des fins. Afin de préserver la paix et la sécurité, tous les moyens sont bons. Mais il n'existe plus aucune limite à l'action politique dès lors qu'on en appelle à une fin morale pouvant justifier toutes les transgressions de la moralité.
La même idée que la fin justifie les moyens est exprimée dans les discours. Un esprit sage ne condamnera jamais quelqu'un pour avoir usé d'un moyen hors des règles ordinaires pour régler une monarchie ou pour fonder une république. Ce qui est à désirer, c'est que si le fait l'accuse, le résultat l'excuse. Une certaine classe de politiciens actuels ont fait sienne cette théorie de Machiavel et l'appliquent à merveille. Et pendant ce temps, le peuple pleure. La grande masse insoucieuse, innocente ou consentante se plaît malgré elle et sans le savoir à être égorgée sur l'autel de l'égoïsme politique. Comment pourrait-on développer une localité, un pays, par le sang versé des consciences égorgées? De la politique gestion de la cité, nous sommes passés aujourd'hui à la politique business, où les lettres de noblesse sont le mensonge et la roublardise. Le cri de douleur des populations piétinées, écrasées, n'y fera rien. Il faut être dans l'ère du temps politique. Avoir le cœur à l'ouvrage, entre guillemets. C'est une conspiration de l'homme contre l'homme, pour tuer ce qu'il y a de meilleur en lui et mieux l'asservir. Il faut que ça cesse. L'homme ne doit plus être un loup pour l'homme. Les hommes politiques de maintenant sont pour la plupart du temps des hyènes cachées sous une peau de chèvre. Mais mes frères, la cité ne se réduit pas aux seules personnes qui partagent la même opinion que le responsable politique ou qui ne le contredisent jamais. Non, oh que non. La cité, c'est aussi et surtout tous ces pauvres gens repliés sur eux-mêmes et dans leur petit coin et qui n'ont pas droit à la parole. La cité, c'est aussi ce mendiant qui chaque jour se lève de très bonne heure pour aller à la recherche de sa pitance tout en sachant qu'il ne peut faire confiance qu'à la providence. La cité, ce sont ces milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieillards, auxquels on ne dit jamais la vérité. Oui, ces personnes qui n'ont d'autre choix que d'avaler les couleuvres de mensonges qu'on leur présente de force, des fois avec maintes ruses sur un plateau d'argent. Ces personnes à qui on promet toujours l'Eldorado sans jamais respecter sa promesse. La cité, c'est aussi ces gens auxquels on demande leur avis pour mieux les asservir, les emprisonner dans des boîtes de Pandore d'idées 1000 fois véhiculées, de doctrines qui n'ont que trop montré leur incapacité et leurs limites à sortir l'homme de la misère. Non, je dis que nous n'avons pas besoin de nouvelles politiques, mais nous avons besoin d'un nouveau type de politicien. Ce dont nous avons besoin, c'est un changement de vision, un engagement nouveau qui portera les aspirations des populations. Nous avons besoin de grands leaders au vrai sens du terme, qui sont là pour organiser, conseiller, administrer véritablement, poser les problèmes et trouver les solutions adéquates. En effet, mes frères, les hommes politiques devraient savoir que le pouvoir ne se confisque jamais impunément et toute lâcheté envers le peuple, toute trahison et tout mensonge seront dévoilés un jour où l'autre est payé cash. Un jour, le pouvoir retournera à son propriétaire légitime, car l'eau ne s'écarte jamais de son chemin. Et quand le chant du cygne s'élèvera, le gong de la victoire et de la justice sonnera, et alors trembleront tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont trahi l'humanité, l'ont desservi, asservi de toutes parts. Ils crieront alors vers cette justice populaire, déchaînée, prête à se venger. Mais je suis convaincu que la justice et l'amour régneront, car un peuple n'est jamais assassin ni criminel. Mais quand il rend justice et remet le pouvoir à la place qui devrait être la sienne, il s'en va tranquillement comme cette petite brise qui souffle au-dessus des herbes jaunies de la savane. La politique devrait se mettre au service de l'homme et non le contraire. Il est temps qu'une conscience nouvelle soit née au-delà de ce bouillonnement d'idées malfamées et mal fondées qui détruisent l'homme. Il est temps de retourner à la source originelle de l'homme et de l'accompagner à accomplir ce pourquoi il a été créé. Mes frères, toutes les théories ont été inventées, tous les discours ont été prononcés, toutes les doctrines ont été mises en avant. Malgré cela, la triste réalité est que la plupart des gens se servent de ces théories et doctrines pour asservir que pour libérer. Ce n'est plus le temps des discours ni des doctrines, mais il est temps que le politicien refasse peau neuve, apprenne à se connaître et à connaître l'homme dans toute sa dimension. Car comment peut-on prétendre sauver et aider quelqu'un dont on ne se soucie pas de l'être profond, de son devenir, de son passé?
Une nouvelle génération de politiciens arrivera un jour. Mais ils seront nouveaux non par l'âge, mais par les idées nouvelles qu'ils véhiculeront et qui contribueront grandement à libérer l'homme de cet asservissement et de cet avilissement dont il est victime. Et pour cela, ils devront porter en eux un projet de société. Ce projet devra tenir compte non seulement de toute la dimension de l'homme, mais également de tous les aspects de la vie économique, sociale et culturelle du pays. Ce projet devra définir le nouveau modèle de société proposé, qui portera toutes les aspirations profondes des citoyens. Il leur proposera des solutions réalistes et réalisables aux différents problèmes rencontrés. Ceci, sans démagogie ni euphorie utopiste. Ce projet de société devra prendre en compte toutes les couches de la société et tous les secteurs d'activité en faisant fi du clientélisme politique, religieux, ethnique ou régionaliste. Ce projet de société devra encourager la solidarité au sein des citoyens, en encourageant ainsi la propension naturelle de l'homme à la solidarité et à l'entraide. En effet, malgré ce que peuvent dire toutes les philosophies, je demeure convaincu que l'homme est né naturellement bon et qu'au fil du temps, il a été perverti par divers phénomènes et diverses influences. Les dirigeants de demain devront donc rechercher les moyens les plus efficaces et les plus aptes à faire ressurgir en l'homme cette solidarité sociale, culturelle, religieuse et économique innée en lui. Ceci suppose bien une approche appropriée, fondée sur la connaissance du fonctionnement de la stratification sociale, spirituelle et naturelle. Il faudra savoir à quel modèle de vie et de société aspire le peuple qu'ils sont censés gouverner. Car si tous les humains sont nés de la même façon, il demeure qu'à la longue leurs aspirations et manières de vivre et de faire varient dans l'espace et dans le temps à cause de diverses influences. Cependant, il y a des valeurs universelles que tous les hommes partagent. En effet, chaque homme, où qu'il puisse être, aspire au bonheur, au bien-être social, à la possibilité d'accumuler des richesses et de les faire circuler dans un cadre adéquat, à la liberté de culte et d'expression, en quelque sorte à une vie meilleure. Or, nous pensons que toutes ces valeurs ne peuvent être atteintes et vécues sereinement que lorsque chacun apporte sa pierre à l'édification d'une société, où chacun retrouve sa place tout en reconnaissant à l'autre la sienne. Mais un tel type de société peut-il se construire avec l'individualisme dont la société moderne fait montre maintenant? Pour que chacun vive en se sentant bien dans sa tête, dans sa peau et dans son fort intérieur, il faut une solidarité réelle et agissante, où chaque membre du corps social abdique une parcelle de ses prérogatives, de ses pouvoirs, de son avoir et de son savoir aux mains de la majorité sociale. Mais cette majorité étant l'ensemble du corps social, ne pourrait gérer tout ceci sans risque de verser dans l'anarchie. Pour éviter que la société ne tombe dans l'anarchie, il faudra ériger un modèle de démocratie viable et pérenne. Dans ce modèle, d'abord, la parole est donnée au peuple qui définit son propre modèle de société et la manière dont il devra être géré. Ceci va de l'organisation et de la stratification sociale qui définira le rôle et la place de chaque couche sociale et de chaque entité au sein de la société. Ensuite, comment sera organisé l'exercice des libertés et du pouvoir? Qui devra exercer le pouvoir? Comment devra-t-il l'exercer et dans quel délai? Comment sera-t-il choisi et par qui? Comment seront organisées la recherche, le partage et la circulation des richesses? Tout ceci devra être bien défini et ne laisser l'ombre d'aucune ambiguïté. Mais il ne suffit pas seulement, mes frères, d'avoir des règles et de les définir. Encore faudrait-il les respecter pour que chacun s'y retrouve et puisse s'épanouir. C'est en quelque sorte une démocratie qui fonctionne correctement. Selon Francis Dupuy-Derry, le mot démocratie d'origine grecque a conservé la même définition pendant plus de 2000 ans, de la Grèce antique jusqu'au milieu du 19e siècle, à savoir un régime politique où le peuple se gouverne seul, sans autorité suprême qui puisse lui imposer sa volonté et le contraindre à l'obéissance. Aux yeux de l'élite politique et intellectuelle, un tel régime est une aberration ou une catastrophe politique, économique et morale, puisque le peuple serait par nature irrationnel. S'il n'est pas contrôlé par une puissance supérieure, le peuple entraînera la société dans le chaos et la violence pour finalement instaurer une tyrannie des pauvres.
Il est vrai que tout modèle démocratique, pour être viable, devra être encadré, avec une organisation telle que l'anarchie à tout point de vue pourra être évitée. Car en vérité, trop de démocratie pourrait également tuer la démocratie. Il est vrai cependant que cette acception de la démocratie et son exercice a beaucoup évolué dans le temps. Ainsi, le pouvoir, même s'il demeure toujours entre les mains du peuple, ce dernier le délègue cependant à une assemblée ou des personnes qui l'exercent en son nom. Toujours selon Francis Dupuy-Derry, si démocratie est d'abord un terme repoussoir, l'élite politique commence à s'en réclamer vers le milieu du 19e siècle, mais en lui attribuant un sens nouveau. Il ne fait plus référence au peuple assemblé pour délibérer librement, mais désigne au contraire le régime libéral électoral, jusqu'alors nommé République. Dans ce régime maintenant appelé démocratie, une poignée seulement de politiciens élus détiennent le pouvoir, même s'ils prétendent l'exercer au nom du peuple souverain. Déclaré souverain, ce dernier n'a plus d'agora ou d'assemblée pour délibérer des affaires communes. Le problème, c'est qu'en réalité, ce peuple déclaré souverain perd de plus en plus le pouvoir censé être le sien et se voit manipulé ou même écrasé par cette poignée d'individus censés parler et faire en son nom. Mes frères, les hommes politiques qui aspirent à gérer la cité au nom de leurs concitoyens et pour eux, devraient apprendre la leçon de Madiba et arrêter de se crêper les chignons chaque jour et le plus souvent pour des choses insensées. En effet, Mandela nous dit « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. L'homo politicus d'aujourd'hui est une bête égoïste, un prédateur des consciences qui rase sans honte les murs de ses libertés qui s'effritent pour tomber en lambeaux dans les cours des seigneurs hypocrites. À quand alors cette liberté à laquelle tout peuple aspire? Fera-t-elle sienne les demeures de ses cœurs en haillons? Mais la vérité est que la liberté ne s'obtient pas sur un plateau d'or. La liberté s'acquiert, se conquiert et s'arrache même. Car comment un homme pourrait-il vivre s'il n'est pas libre? Cependant, force est de constater que la liberté n'est pas seulement le pouvoir et la latitude d'aller et de venir sans entrave. Si nos membres sont libres alors que l'esprit est enchaîné, nous sommes plus que des esclaves. Un homme à l'esprit enchaîné voit sa dignité s'étioler petit à petit et il risque de tomber dans le larbinisme ou le suivisme inconscient. Mais ceux-là même qui oppriment leurs semblables, les enchaînent et les embrigadent, ne sont pas plus libres que leurs victimes. Car être libre n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, nous dit encore le vieux sage de la nation arc-en-ciel. Si notre conception de la liberté consiste à se frayer un chemin, à tout prix au milieu de la forêt de nos semblables, à couper et déraciner tous les arbres de bonheur et les arbitres d'espérance qui jonchent le sol de nos cœurs pleins d'idéaux de nos semblables, alors nous allons droit vers la prison et l'éloignement de notre cœur. La liberté n'est pas oppressive et ne saurait faire fi de l'aspiration légitime de l'autre à se projeter dans l'avenir, dans son avenir. Cette aspiration à devenir soi-même, à se forger une conscience qui élève la vie au summum de sa perfection et à fleurir dans un vase d'amour qui sourit au soleil de l'éternité. Si la liberté devrait s'acquérir par la force, ça devrait être une force qui en impose par l'exemple. Cette force devrait être imbue d'un amour profond et sincère, mais ne saurait être ce tsunami de haine qui ravage tout sur son passage pour conquérir son territoire. Nelson Mandela l'avait si bien dit, compris quand il disait ceci. Alors que j'étais sur le point de franchir la porte qui m'amènerait à ma liberté, je savais que si je ne laissais pas mon amertume et ma haine derrière moi, je serais encore en prison. En effet, la haine est le plus grand ennemi de la liberté, car la liberté aspire à la grandeur. Or, rien de grand ne peut se faire dans la haine et le ressentiment, car nous dit Madiba, le ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que cela va tuer nos ennemis. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'en le faisant, on ne fait que se tuer soi-même.
Les grandes et plus belles choses sont empreintes d'amour. Elles trouvent leur raison d'être et leur soubassement dans un amour qui ne calcule pas. La haine nous tire toujours vers le bas, alors que l'amour nous donne des ailes et nous fait gravir les montagnes les plus infranchissables. Or, être libre, c'est planer au-dessus des montagnes des compromissions et des trahisons qui détruisent notre humanité. Être libre, c'est planer dans un ciel étoilé, où la chaleur du soleil réchauffe nos espoirs jadis anéantis. Voilà, frères et sœurs, ce que je voudrais partager aujourd'hui sur ma vision de la politique, en espérant que ces quelques mots aideront les uns et les autres à se poser les bonnes questions en politique et à changer vivement de comportement. Je vous rappelle toujours que mon ouvrage, mon 6e livre de 266 pages, intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, est toujours en vente au format PDF au prix de 8 525 francs CFA ou 13 euros. Vous pouvez l'acquérir en m'envoyant un message inbox sur Facebook, donc sur ma page personnelle Ngor Ndiaye, ou bien sur la page que j'anime Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur, et je vous dirai ce que vous devez faire pour pouvoir vous le procurer. Vous pouvez payer par tous les moyens existants au Sénégal et à l'international, comme MoneyGram, Western Union, Orange Money, Wari, Johnny, etc. Je vous recommande vraiment ce livre, parce que je sais que c'est un livre qui traite de développement personnel, qui traite de l'homme et qui traite de l'humain, et qui vous sera d'une très grande utilité. Je vous dis donc un grand merci à tous et à toutes, et à très bientôt.